soir, on va aborder les secrets d'un couple qui dure. Alors, c'est la suite en fait d'un premier cours. Je vais vous faire un petit résumé comme ça, et puis vous irez le voir à l'occasion. Il est sur le blog. Et c'est la suite du cours, le premier cours, qui s'appelait Un couple uni pour la vie. Alors, qu'est-ce que disait ce cours? Il disait qu'en fait, dans chacun d'entre nous, on a un parent, un enfant et un adulte. Bon, en fait, je ne vous l'ai pas fait dans l'ordre, c'est un parent, un adulte et un enfant. D'accord? L'adulte, on comprend, c'est celui qui est équilibré, posé, raisonné. Il a un peu, parfois, il s'autorise à sortir du contexte, à profiter, et puis parfois, il sait se remettre dans la réalité. L'enfant, on sait, il est hors réalité. Le parent, c'est celui qui est très responsable, parfois un peu trop. Et dans la relation de couple, en fait, si on est sur le même mode que notre conjoint, ça peut fonctionner. C'est-à-dire que si on est tous les deux des enfants, ça va aller, cap ou pas cap, on va s'amuser ensemble, allez on y va, on va faire un peu des choses folles, et ça peut très bien se passer, sauf à un moment où il y en aura un qui aura envie de grandir, peut-être plus vite que l'autre, ou il y en aura un qui restera immature, et ainsi de suite. Donc ça va créer en fait une rupture de contrat officieuse. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se marie, il y a le contrat d'accord de la Ktouba classique, mais il y a bien sûr en dessous, officieusement, il y a un contrat. On se marie sur certaines conditions inconscientes en fait. On attend certaines choses de notre conjoint, il attend certaines choses de nous. Et donc dans ce cours, voilà, je fais toute la description. Je ne veux pas trop m'étaler parce que c'est vraiment pour qu'on puisse continuer ensuite. Mais voilà, quand on est en fait en mode croisé, par exemple, enfant, je me marie avec un conjoint qui est parent, donc ça peut arriver avec un homme qui va être très père, et une femme enfant qui a envie de rester petite fille. Ça peut coller quelques années, jusqu'au moment où il y a la petite fille qui veut grandir et devenir une femme, ou qui a le père qui a envie de devenir un homme et qui en a marre de jouer le rôle du père, qui en a marre de porter. Et ainsi de suite. Évidemment, il y a la mère avec l'enfant, avec le petit garçon, vous voyez un peu. Donc les modes croisés, il y a un moment donné, c'est ce qu'on va appeler la période de crise, il y a un moment donné, ça va craquer. Et c'est pas grave, on peut la surmonter, puisque ce qui est important, c'est de revenir tous les deux au mode adulte. D'accord? Donc vous l'aurez compris, on peut être tous les deux parents, on peut être tous les deux adultes, c'est l'idéal, et on peut être tous les deux enfants. On peut aussi à certaines périodes de notre vie passer enfant, enfin jouer un petit peu avec les trois, évidemment. J'espère que je vous ai pas trop embrouillé, ça va? D'accord. Maintenant, donc tout ce cours, j'explique tout ça, et donc c'est un des secrets en fait. Je commence aussi par vous dire que évidemment que dans les secrets, évidemment il y en a énormément, pratiquer l'humour, savoir se parler, ainsi de suite. Mais ça, c'est des cours, j'ai envie de vous dire, c'est très important et c'est des très bons conseils, mais c'est des conseils. Là, dans ces cours que je voudrais vous donner, quelque part, ce qu'on ne va pas forcément entendre partout. Je voudrais vous donner des vrais outils concrets et je voudrais vous donner de la compréhension sous-jacente. Ce qu'on vit et on n'arrive pas forcément à expliquer. Ce que nous-mêmes, nous n'avons pas conscience. Je veux vous expliquer ce qui se passe au niveau de l'inconscient. Vous voyez? Donc, parfois, là, dans le cours, peut-être que vous allez vous dire oulala, ça va peut-être un peu trop loin, ou ah, j'avais pas pensé à ça, ou je sais pas quoi, c'est un peu trop compliqué. Alors, je vous préviens, vous en faites pas, c'est pas trop compliqué, et finalement, je suis sûre qu'après, vous allez partir, vous allez réfléchir, ça va très bien vous rentrer, vous allez même faire attention que dans vos vies, effectivement, vous allez vous reconnaître et vous identifier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, quand on entend le titre « Les secrets d'un couple qui dure », on s'attend à, bien sûr, la patience, la gentillesse, il faut savoir s'écouter, il faut savoir se parler. Mais ça, vous pouvez l'entendre partout. Donc, c'est pas ça que je veux vous donner, d'accord? Ça, c'est vraiment, je veux vraiment qu'on rentre dans des explications qui peuvent vous aider vraiment, et vous, et vos enfants, et pourquoi pas vos petits-enfants aussi. Donc, pour en revenir au cours d'avant, voilà, donc il y avait le mode enfant, le mode parent, le mode adulte, le mode enfant. Donc on explique dans l'autre cours comment on arrive finalement, enfin c'est important de se définir en tant que couple, qui je suis moi dans mon couple, est-ce que je suis un enfant, est-ce que je suis un parent, est-ce qu'on est adulte, est-ce que je suis l'adulte et lui c'est l'enfant, et ainsi de suite. Et effectivement, donc le sujet c'est quand je suis en mode croisé, on sait qu'un jour ça va pas tenir. L'idéal c'est d'être sur le même mode, et quel mode est idéal? Le mode adulte. Bon, très bien. Maintenant qu'on a expliqué ça, une fois que je suis sur le mode adulte, bon bah c'est super, on est tous les deux sur le mode adulte, on a compris, on a avancé. Alors, comment on s'aime maintenant? C'est quoi maintenant la solution pour construire un vrai couple? Parce que c'est pas mal d'être sur le mode adulte, mais on ne sait pas toujours comment s'aimer. Alors on nous dit souvent, il faut donner. Aimer, c'est donner. C'est ça la définition de l'amour. Ah va, c'est donner, donner, donner. Très bien, donner. Sauf que, il y a beaucoup de femmes en consultation qui se plaignent de trop donner
Et ils ont l'impression soit que ça tombe à côté, soit qu'il n'y a pas de retour, soit qu'il n'y a pas de reconnaissance, soit que ça sert à rien, quoi. Combien de femmes j'ai eu qui me disent mais je me sens vidée de l'intérieur, donc on me dit donner, moi je veux bien, hein, mais ça y est, quoi. Et donc après on devient aigri. Et ça c'est beaucoup plus embêtant évidemment, parce que c'est loin, loin d'être le but de notre vécu sur Terre. Au contraire, on doit donner, mais ça doit nous enrichir, nous aussi. Alors bien sûr, on dit donner et apprendre à donner gratuitement, sans attendre un retour. Bien sûr, c'est l'idéal, mais en réalité, on donne pas forcément pour recevoir, mais on donne pour construire. Quand on sent qu'on donne et que ça construit, on est bien. On est content, on sent que ça a payé quelque part. Pas forcément, comment on va dire ça, ça se voit pas évidemment, c'est pas visible pour les yeux. Mais ça va nous construire et ça construit notre famille, donc on est satisfait, d'accord? Donc, donner, c'est bien, mais ce qui est important, c'est de savoir comment donner et à quelle quantité. Et là est c'est un des vrais secrets, en fait. Et ça sert pour le couple, évidemment, et pour toute relation humaine, pour nos enfants aussi. Je veux donner à la personne, en réalité, inconsciemment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais inconsciemment donner à l'autre ce que j'ai, moi, envie de recevoir. Et ça, cherchez bien au fond de vous, on ne fait pas exprès, hein. C'est vraiment pas quelque chose qu'on va réfléchir, mais inconsciemment, tout de suite on donne parce que nous on aimerait recevoir. Et puis finalement, parfois on s'aperçoit qu'en face on a quelqu'un qui ne répond pas à ce don comme on aimerait, et on se dit mais purée, moi j'aurais reçu ça, mais je l'aurais embrassé les pieds, je l'aurais porté au nu, je comprends pas qu'ils réagissent pas ou qu'elles ne réagissent pas. Bon, là on parle au féminin évidemment, mais c'est valable pour l'homme ou pour la femme. Donc comment ça se fait? Alors pour vous illustrer ça, je vais vous raconter un petit exemple. Quand ça vous est sûrement tout arrivé, je suis sûre que je ne suis pas la seule, un mari qui arrive avec un cadeau, un bijou, il est tout fier de lui, il vient avec son petit paquet là, il pose ça sur la table, ma chérie c'est pour toi. Et là vous ouvrez le cadeau, tout excité et tout. Bon, au bout de quelques années de mariage, vous n'êtes plus excité parce que vous savez très bien ce que vous cherchez. Mais au début, on est tout excité. Et là vous ouvrez la boîte et grosse déception. C'est un bracelet énorme et vous avez l'habitude de porter des bracelets tout fins, tout discrets, tout élégants. Et là il vous a offert le truc, mastoc, pas du tout. Alors deux choses. Déjà ça fait 3 mois que vous répétez que vous avez perdu votre paire de boucles d'oreilles préférée. Et au lieu de vous acheter la paire de boucles d'oreilles, il est parti vous acheter un bracelet, donc déjà il a mal commencé. Et en plus de ça, rajoute à cela, il offre un bracelet, mais en plus pas du tout mon style. Si encore c'était mon style, je veux bien. Mais là en plus c'est pas mon style. Franchement il abuse. Et là qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de nous? On ressent la frustration, la déception. On est mal et on lui en veut. Automatiquement, on lui en veut. Maintenant, pourquoi on lui en veut? Non, lui il comprend pas évidemment. Lui il est là, il attend notre réaction, genre tout content, il a fait un effort, tout ça. Puis il voit nos têtes, c'est plus fort que nous. Dans les premiers temps, après on apprend, mais au début, on est là, genre, on est figé, on sait plus quoi faire. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi? Parce que là, il n'a pas su être à l'écoute de notre besoin. Il aurait même acheté, si on aimait les fleurs par exemple, et qu'il aurait acheté 3 roses comme on aime, ça nous aurait touché. Mais si on n'aime pas les fleurs et qu'il vient avec le super bouquet, on a envie de lui envoyer à la figure. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le cadeau, qu'est-ce que ça représente? Ça représente, est-ce que tu m'as écouté? Est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que tu m'as ne serait-ce que regardé? Est-ce que tu me connais? Et en fait, c'est quoi l'amour? C'est exactement ça, la connaissance de l'autre. C'est exactement d'ailleurs ce qu'on dit avec Yitzhak quand il va rejoindre Rivka et qu'on sait on dit que c'est le couple de la Torah qui a été le plus beau couple, quoi. C'est pas celui où on va raconter qu'il y a eu des problèmes, il n'y a pas eu de dispute, autant Rachel et Jacob, on sait qu'il y a eu une dispute, là il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'au début, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Yitzhak est parti, a connu Rivka. Pourquoi ce mot connu? Parce qu'en réalité, alors bon, on sait qu'aussi ça parle d'intimité, ça veut dire que pour la Torah, quand on se connaît et quand il y a l'intimité, ça veut dire qu'on apprend à se connaître, enfin qu'on se connaît. D'accord, mais ça veut dire quoi en réalité? Même l'intimité, c'est de l'amour. Donc, en réalité, quand on se connaît, eh bien, on s'aime. Si on pouvait définir, à part le mot donner, bien sûr, c'est quand... Mais en fait, vous allez voir, ça se rejoint. On se connaît, ça veut dire que on s'aime parce que j'apprends à savoir qui tu es et je m'intéresse sincèrement et complètement à ta personne. Je ne passe pas à côté de toi, je ne vis pas à côté de toi, je vis vraiment avec toi. Maintenant, cette recherche, c'est quoi l'amour en fait? C'est te rechercher qui tu es. Quand je rechercherai qui tu es, en te recherchant,
je vais aller sur le chemin de la découverte, en fait, je suis en train d'explorer. Et donc, en faisant même ce travail, moi-même, je suis en train de t'aimer. Moi-même, je suis en train d'apprendre à t'aimer. Si je ne savais pas au départ ce que c'était que l'amour, ben là, en apprenant à t'écouter, à te regarder, à te prêter attention, je m'attache à toi. Et donc, ça fait un effet, c'est un cercle dynamique, puisque l'autre personne va se sentir aimée, elle aussi. En sentant, c'est-à-dire que moi, en lui donnant, et en ne m'intéressant pas seulement en donnant de façon ciblée, quand je vais m'intéresser à la personne, elle va se sentir aimée. Donc ça va créer un échange, et un bon échange cette fois. Vous voyez? Maintenant, et là donc je suis dans une bonne dynamique de couple. Et là je suis en train de construire réellement. Maintenant, à distinguer évidemment, ne vous méprenez pas dans ce que je dis. Ça ne veut pas dire que puisque je dois faire attention aux besoins de l'autre et chercher à lui faire plaisir vraiment, à l'écouter, ainsi de suite, alors je dois m'effacer totalement et ne plus exister du tout. Parce que c'est souvent le piège. Ah bah puisque je dois lui donner, puisque je dois apprendre et puisque je dois faire, alors je dois me fondre et je me perds moi-même en lui ou en elle, mais bon on va encore une fois parler au féminin, je me perds je me perds en lui, pardon, et j'oublie qui je suis pour n'être que lui. Et là, fatale erreur, puisque si je m'oublie, je suis plus intéressante. Si je ne fais que pour lui, bah ça y est, je suis acquise. Donc lui, il n'a plus rien à... J'ai comme si plus rien à lui offrir, je lui ai déjà tout donné. Donc ça devient fade, vous voyez. Donc surtout, attention, bien distinguer qui je suis moi, me connaître moi-même pour pouvoir aimer l'autre et lui donner sincèrement. Et d'ailleurs, ça va ensemble. Plus moi je vais me respecter, plus moi je vais être à l'écoute de mes besoins aussi, plus moi je vais être à l'écoute de mes émotions, plus moi je vais me connaître, plus je vais être capable, en fait c'est comme si j'apprenais à lire une carte de route, vous savez quand on prend un chemin, avant qu'il y ait Waze, et bien on prenait cette carte de route, on avait besoin de savoir comment on lit ce panneau, qu'est-ce qu'il veut dire le bleu, le vert, hein. Ok, quand moi j'apprends à lire la mienne de carte de route, automatiquement, presque sans faire d'effort, je sais lire la sienne et je comprends tout de suite ce qu'il a besoin. D'accord? Donc ça passe forcément par la connaissance de moi, la connaissance de l'autre passe d'abord par la connaissance de moi. Pas la connaissance dans le sens je m'occupe que de moi et je ne te regarde pas, tout dans le juste équilibre, mais comme dit le Rambam, c'est la voie de la sagesse, c'est la voie du milieu, mais quand moi je vais apprendre à m'entendre, eh bien je saurai aussi l'entendre. Bien souvent, les gens qui n'entendent que l'autre, ils ne savent pas s'entendre, ils se fondent dans l'autre. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la dépendance affective. Mais bon, c'est pas le sujet de ce cours, mais c'est une parenthèse. Dans la dépendance affective, dans le système du couple, parfois on observe ça, une relation de dépendance affective. Et en fait, c'est quoi la dépendance affective, si je devais résumer en une phrase, c'est le sujet du cours d'ailleurs de mercredi soir à Levallois, c'est que je mets mon bien-être, ça veut dire que je mets mon bien-être dans les mains de l'autre. C'est-à-dire que pour être bien, je vais attendre que toi tu me rendes bien, parce que moi toute seule je ne sais pas me faire plaisir. Je vais attendre que toi tu me fasses plaisir, et donc je vais avoir des attentes démesurées. Et je vais agir comme si l'autre, c'était ma drogue, il devait tout le temps, parce qu'on va se laisser au bout d'un moment, et l'autre il va essayer de me donner, parce qu'il sent que tant que lui il me donne pas, moi je suis pas bien, en tant que moi je lui donne pas, lui il est pas bien, donc je vais chercher tout le temps à donner, or ce n'est jamais suffisant. D'accord? Donc, bien faire la différence entre aimer, c'est-à-dire donner en ciblant, qui est l'autre, ce qu'il aime, ce qui lui fait plaisir véritablement, être à son écoute, tout en me respectant moi-même et en sachant ce que moi j'aime aussi. Vous voyez la différence? Que dans la dépendance affective, c'est pas ça du tout. C'est je me moule complètement dans les besoins de l'autre, je me moule complètement dans qui il est, et je me donne complètement, mais je m'oublie, et là j'existe plus, là je suis effacée, il n'y a plus que lui. Vous voyez? Donc bon, ça c'est une petite parenthèse que je vais ouvrir pour bien préciser, parce que parfois on ne sait pas comment sont prises les choses, donc je vous dis cette notion aussi. Donc pour en revenir à aimer l'autre, donc c'est savoir donner, mais de la bonne façon, en connaissant l'autre, en étant à son écoute. Et je voudrais vous donner un autre petit exemple qui fait référence aussi à l'éducation, mais ça sert évidemment, je pense qu'on est toutes plus ou moins maman là, donc autant aussi en mettre un mot là-dessus. C'est que quand on donne comme ça, eh ben je vais illustrer aussi avec un exemple, plus clairement. On est maman. Petite, on a soi-même souffert de ne pas avoir de grandes fêtes pour ses anniversaires ou quoi, et puis on voyait les autres avec des belles robes, des anniversaires, tout ça. Alors on dit, moi ma fille, elle aura l'anniversaire du siècle. Et alors là c'est la fête de ses, disons, 10 ans, et alors on ne dort pas pendant une semaine, on invite les copines, la famille, on ne sait plus quoi faire, alors on fait pas une salle, mais on va faire tout ce qu'on peut à la maison, les ballons, les gâteaux, on dit non j'achèterai pas, c'est moi qui ferai parce que je suis sa mère, je vais lui montrer que je l'aime, et je fais les plus beaux gâteaux, et je m'exerce, et j'achète les bonbons, enfin... Je fais tout, et j'achète les tenues, tout ce que je peux le faire
faire, je fais, je dors à 3 h du matin tous les jours, mais c'est pour ma fille parce que je l'aime, je veux lui faire plaisir, je veux. Arrive le jour de la fête. Bon, bah nous, on est contente, hein, tout est bien, on est invité, il y a du monde, on dit, waouh, tes gâteaux, merveilleux, ils sont bons, t'as pensé à tous les détails, des petits cœurs partout, des petits mots, l'organisation top, vraiment exceptionnelle, t'es une mère extra. Alors, nous, on est contente, on a eu de la reconnaissance, super, puis là, la fête finie, on va voir notre fille, et puis là, on la trouve en pleurs. Oh, gros choc, comment ça t'es en pleurs, ma chérie, pourquoi t'es triste que tout le monde soit parti, mais t'inquiète pas, l'année prochaine, je te refais la même et plus grande si tu veux, qu'est-ce qu'il y a, machin, dans 2 ans, la bête me dit, mais attends, fais pas. Non, maman, c'est pas ça. Non, maman, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? On t'a fait de la peine, t'as pas reçu un cadeau, qu'est-ce qui t'arrive? Non, maman, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Parle. Maman, je suis désolée, c'est gentil ce que t'as fait, mais c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais juste une petite randonnée avec toi et papa, une petite journée que avec toi et papa, sans les frères et sœurs, et ça m'aurait suffi. Pourquoi une fête? Tu t'es fatiguée, mais c'est pas ça que je voulais, maman. Et là, déception totale. Là, je descends de mon nuage, la gifle. Et souvent, comme on est frustré, comme on est déçu et comme on est fatigué aussi, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre en colère contre l'enfant. Là encore, je vous fais l'enfant gentil, mais il y en a d'autres qui sont sympas. Hein. C'est maman, je voulais pas une fête. D'accord? On a fait genre les enfants de l'année. Alors là, on lui dit, l'enfant il est là et qu'est-ce qui se passe? La mère elle est en colère parce que tout ce temps qu'elle a donné pour son enfant et finalement elle est tombée à côté, elle est vachement déçue. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre en colère contre la petite en général, on se met en colère parce qu'on ne comprend pas le besoin, ou que même si on le comprend, ça fait tellement mal qu'on va ignorer. Et là encore une fois, c'est pour en revenir à ce sujet de savoir donner. C'est quoi savoir donner? Ça revient à savoir aimer. Et c'est quoi savoir aimer? C'est apprendre à connaître l'autre. Ouvrir ses oreilles, ouvrir ses yeux, ouvrir tous ses sens et apprendre à connaître l'autre. Ne pas en fait donner ce que moi j'aimerais recevoir. Moi peut-être que j'ai besoin de cadeaux, ou j'ai besoin qu'on me regarde dans les yeux quand je parle, ou que... peu importe, j'ai besoin de certaines choses que mon conjoint n'a pas forcément besoin. Moi, je me rappelle que mon mari, quand je lui parlais au début, j'avais besoin qu'il me regarde dans les yeux. Puis quand je parle, Dieu bénisse, ça va quoi. Ça va, vous voyez. Alors lui, un peu plus, et puis je dis, mais pourquoi tu me regardes pas? Moi, j'ai besoin qu'on me regarde pour parler, je peux pas. Et lui, il adore, vous savez, ce genre d'homme, même quand ils sont au téléphone, ils font les allers-retours. Donc je parlais, il faisait comme ça. Et moi, je parlais et je le suivais. Je dis, mais on va où comme ça? J'ai besoin que tu t'accueilles et tu me regardes. Voilà. Sinon, je me sens pas écoutée. Il me dit, mais je t'écoute avec les oreilles, j'ai pas besoin du regard pour t'écouter. Et ben si, moi, j'ai besoin que tu me regardes pour écouter. Mais lui, il n'avait pas besoin de ça. Ça veut dire que moi, si j'étais en train de faire ma cuisine ou que je suis occupée et qu'en même temps il parle, ça ne le dérangeait pas. Vous voyez? Ça ne le dérangeait pas. Donc forcément que, vous voyez le décalage? C'est-à-dire que moi, je n'avais pas besoin de la même chose que lui, donc je ne comprenais pas. Et vous voyez? Donc pour en revenir à ça, il faut comprendre qu'on n'est pas les mêmes et qu'on n'a pas les mêmes besoins et qu'on doit comprendre, pour arriver à construire, on doit comprendre les besoins de chacun. D'accord? On ne peut pas se baser sur nous-mêmes pour arriver à construire avec l'autre. D'accord? Donc ça, c'est déjà première notion. Maintenant, comment on va y arriver à ça? Comment on va arriver, évidemment, à comprendre le besoin de l'autre? Évidemment, c'est la communication. Et ça, la communication, c'est la clé, évidemment, d'un couple qui dure. Parce que sans communication, on n'y arrive pas. Alors, pas n'importe quelle communication, parce qu'évidemment, il y a toutes sortes de communications qui peuvent aussi être très néfastes. La communication qui, par exemple, on coupe le dialogue. Je suis énervée. Alors on dit, il n'y a pas de communication là. Non, c'est une forme de communication. De changer de chambre parce qu'on est fâché avec son mari et qu'on change de lit, et ben c'est une communication, ça veut dire je t'ignore et je prends le parti, entre guillemets, de t'ignorer. Et il y a cette phrase qui dit, tout n'est pas l'indifférence. Et ça détruit. C'est-à-dire qu'on peut construire, faire des efforts. Une réaction comme celle-ci, c'est-à-dire couper complètement, couper court. Alors, je vous entends, enfin, je sais pas si c'est vous, mais j'entends déjà les objections. C'est, ah oui, non, mais des fois, il a dépassé les limites, hein. On est obligé de mettre des limites, parce que si on met pas de limites, on est foutu. Donc, j'ai pris ça parce qu'il allait vraiment trop loin. Et c'est vrai que parfois, il va tellement trop loin, ou la dame va tellement trop loin, qu'on se dit, je suis obligée de faire quelque chose de très fort. Mais alors, ça doit rester dans des cas extrêmes. Vous voyez, vraiment, mais vraiment extrême d'extrême, mais le moins possible, ça doit se passer. Vraiment le moins possible. Et même presque pas. Comment? Avec justement la communication efficace, la communication constructive. Elle existe. C'est un véritable outil, mais c'est-à-dire on ne le sait pas, on n'est pas né avec, d'accord? Et on est né parfois avec des schémas complètement inverses à la bonne communication, mais on peut l'apprendre. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Donc la bonne communication, ça va être d'abord d'exprimer notre ressenti. Alors je vais vous donner une petite formule, d'accord, qui va vous, presque mathématique, qui va vous aider à justement savoir communiquer, et ensuite je vais développer avec des exemples.
Donc, d'abord, en premier lieu, on doit savoir, voilà, en fait, si vous écrivez, je vous annoter là, les sérieuse, vous faites comme un schéma avec des flèches, d'accord? Enfin, je vais vous dire un mot et vous faites des flèches entre les deux. Donc, il y a observation. D'abord, j'observe la situation, d'accord? C'est-à-dire, je ne vais pas tout de suite dire, parce qu'en général, on n'observe pas. C'est ta 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 ta. D'habitude, quand on n'a pas un comportement inhibé, attention, là je parle de quand on est énervé, mais parfois on est énervé, qu'est-ce qu'on fait? On intériorise. Et en fait, il y a deux comportements possibles. Soit je suis énervée, et moi je suis quelqu'un qui exprime, quand je suis énervée, il faut que ça sorte parce que sinon ça ne va pas. Et donc là ça sort mal, ça sort oui, c'est bien, au moins on ne va pas faire du mal à nous, mais on va faire du mal à l'autre. Soit j'ai un comportement inhibé, c'est-à-dire que je ne vais pas, je ne suis pas quelqu'un d'affirmé, on va dire, et je ne suis pas dans l'agressivité, donc on m'a appris à me taire, donc je vais mettre la main sur la bouche, je ne vais rien dire, mais moi je vais me ranger. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais me refroidir, je vais être froide, et là le mari ne comprend rien. Là il se dit mais qu'est-ce qu'elle a? Et ça crée un fossé. Je ne sais pas ce qui est pire en fait, hein. C'est vrai que c'est difficile à évaluer, mais c'est-à-dire donc il y a un fossé qui se crée, et il y a de la rancune dans le cœur, qui gonfle, enfin au début c'est la colère, et ça devient de la rancune. Et là, pour déterrer tout ça, c'est beaucoup plus dur. Et ça fait que 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, on ne sait même plus pourquoi, mais on ne ressent plus rien. Et on se demande pourquoi, et on cherche. Ah oui, mais il y a eu ce petit exemple. Alors on dit, bon, ça va, c'était pas si grave si c'était arrangé sur le coup. Ben oui, mais sur le coup, soi-même, on était comme en décalage avec nous-mêmes. Parce que quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer ses émotions, à exprimer ce qu'il ressent, ou qui a peur de l'autre, eh bien, c'est quelqu'un qui n'est pas en phase avec lui-même. Et ça revient à ce que je vous dis tout à l'heure. Si je ne suis pas en phase avec moi-même, je ne peux pas arriver à construire mon couple comme il se doit, finalement. Je dois absolument... En fait, l'histoire du couple, il faut comprendre que le couple, c'est toi, moi et le couple. Donc, si un des deux éléments, là, il n'est pas construit, eh bien, ça va être très difficile de construire le couple. Ça veut dire que je peux construire le couple, mais ça risque d'être de la dépendance affective. Que justement, la dépendance affective, c'est deux êtres complètement blessés, mal, qui vont chercher à se faire du bien l'un avec l'autre, mais du bien qui va devenir du mal en fait. Ça veut dire que c'est des blessures que je cherche à penser avec l'autre. Donc l'autre devient presque objet. Donc ça, c'est pas équilibré, d'accord? Là, on va vraiment, c'est apprendre à aimer de la façon la plus saine et équilibrée qui soit, évidemment. Donc, pour en revenir à ce que je disais, c'est que qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, l'observation. Donc, au lieu d'attaquer tout de suite, ou de ne rien dire, ce qui va créer un éloignement, et un fossé, et un détachement même, et une rancune, je vais vouloir dire. Et c'est ça maintenant c'est de ça dont je parle maintenant. C'est d'apprendre à communiquer de la bonne façon. Et savoir que c'est pas nécessaire. C'est primordial de communiquer. Parce que sans communication, c'est la fin d'un couple. C'est-à-dire qu'on peut vivre ensemble, hein, on est toujours engagés, entre guillemets, mais vivre à côté. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut créer, on veut construire, on veut créer quelque chose de sain, on veut s'épanouir, on veut s'aimer, on veut se sentir reconnu, d'accord? Donc, pour sentir tous ces éléments-là, il va falloir communiquer. Comment? D'abord, vous observez. Donc, le premier mot, c'est observation. Bon sang, observation. J'observe la situation. Alors, j'observe la situation. Je vais vous dire d'abord les termes et puis ensuite je vous dirai l'exemple. Observation. Ensuite, j'exprime mon sentiment, ce que je ressens. Je commence toujours par je, jamais par tu. Parce que c'est bien connu d'ailleurs, le tu, ça tue. Donc toujours par je. Je ressens, je me sens, je suis, je. Ensuite, le besoin. C'est-à-dire après, je vais exprimer mon besoin. Et ensuite, je formule ma demande. Et quand je le fais de cette façon, eh bien, ça a l'avantage que l'autre ne se sent pas agressé. Il ne se sent pas attaqué et donc son mécanisme de défense ne se met pas en place. Parce que le gros problème aussi, c'est qu'on a tous les deux un mécanisme de défense forcément développé, un petit peu développé, puisqu'on a tous été obligés à un moment ou à un autre de se défendre dans la vie. Donc, quand je vais parler avec la personne aimée, je vais en attendre quelque part beaucoup d'elle, enfin beaucoup. J'attends qu'il m'aime. En général, j'ai des attentes. Et quand je vois qu'il m'a déçu ou je l'ai déçu, tout de suite, je vais me sentir mal. Tout de suite, moi-même, c'est-à-dire si je vois la déception chez l'autre, moi, je ne vais pas être content. Comment tu peux être déçu avec tout ce que j'ai donné? Et encore une fois, on part dans un cercle vicieux. Donc, pour éviter justement ce faux dialogue, ce mauvais dialogue qui va amener à un dialogue de sourds et à une séparation, en fait, il y a la communication qui détruit et la communication qui construit. Donc, la communication qui construit, ça va être celle-ci. J'observe, j'exprime mon sentiment, mon besoin et ma demande. Et vous savez que, d'ailleurs, les couples qui durent, ce sont les couples qui ont... C'est pas forcément les couples qui s'aiment le plus. C'est les couples qui ont une qualité de relation, une très bonne qualité de relation.
D'accord? C'est ça qui est important, c'est la qualité. Et la qualité, c'est travailler sa relation. Bon, on va voir ça après. Donc déjà, je vous donne l'exemple pour l'observation, sentiment, besoin, demande. Par exemple, on va dire qu'il arrive tous les soirs en retard. Vous n'en pouvez plus, vous préparez le repas, vous couchez les enfants, il y en a, voilà. Et là, il est en retard. Et puis un soir, 2 soirs, 3 soirs, 4 soirs, et là vous avez pris sur vous, et dit, ah, je vais être une Trail, je ne vais pas semer la zizanie, je vais pas créer le conflit, je vais me taire. Mais en fait, ça boue, le jour où ça sort, il ne faut pas être à côté. Eh bien, en réalité, au lieu de dire, voilà, t'es en retard, t'es toujours en retard, alors que lui, il a essayé de faire des efforts une fois ou deux, déjà le toujours, le jamais, ces mots-là qui fixent la réalité comme si ça s'était toujours produit de cette façon, et bien ça c'est, comment on va dire, c'est force de loi. Après, pour l'autre, elle m'a attaqué, elle voit que du noir en moi, elle voit jamais bien, c'est fini. Et donc, il se coupe du dialogue. Il veut même plus entendre, c'est fini, c'est terminé. On l'a perdu, on l'a braqué. Donc déjà, comment on va s'exprimer dans ce cas-là? Selon l'exemple, on va dire, j'observe, je vois que tu es rentré tard. Donc j'observe, je vois que tu es rentré tard. J'ai le sentiment, ou je me sens délaissée. D'accord? Je n'ai pas attaqué, là, je me sens, je parle de moi. Vous voyez? Et là encore, ça fait référence à je dois me connaître. Parce que si je ne me connais pas, l'autre, je ne pourrais pas le guider vers moi-même, en fait. Donc là, je parle de moi. Je me sens délaissée. J'aurais besoin que si tu arrives en retard, tu me préviennes. Ou que tu essayes vraiment de rentrer plus tôt. C'est vraiment important pour moi. Est-ce que c'est possible pour toi? Et là, je formule ma demande. Vous voyez? La différence avec le genre de communication qu'on connaît, c'est où je rentre dedans, où je me tais. C'est carrément différent. Mais je suis rentrée en contact avec l'autre, là. C'est magique, je vous le dis. Parce qu'on s'ouvre à l'autre en faisant ça. Et souvent, pas grave. Et souvent, le problème, c'est que je ne m'ouvre pas à l'autre. En réalité, en fait, moi, qu'est-ce que je fais quand j'exprime une colère ou quand je m'éloigne? En réalité, j'exprime une douleur. En réalité, j'ai mal. C'est pour ça que je réagis comme ça. Et qu'est-ce que j'aurais besoin quand j'ai mal? Qu'on m'apaise. À ce moment-là, j'aurais justement besoin qu'ils viennent, qu'ils me prennent dans ses bras ou qu'ils me disent « Écoute ma chérie, je suis désolée, je n'ai pas fait exprès » ou qu'ils m'expliquent. Mais moi, je le repousse en faisant ça. Ou en étant froide, ou en m'énervant, qu'est-ce que je fais? Je le repousse complètement, mais alors à des kilomètres. Et alors après, je suis encore plus énervée. C'est-à-dire au lieu de comprendre qu'en fait, moi je n'ai fait que finalement susciter chez lui ce sentiment de rejet, ce sentiment d'enfermement, parce qu'après, bon là on parle encore une fois au féminin, mais même pour la femme c'est pareil. Si il m'attaque ou si il se détache de moi, enfin c'est-à-dire il se renferme dans son monde, je ne vais pas me sentir bien, je ne vais pas avoir envie de lui parler. On est d'accord? Donc moi je veux en réalité plus sa présence et qu'est-ce que je fais? Je le repousse inconsciemment. D'accord? Donc c'est pour ça que en réalité, pour construire son couple, ce qu'il faut apprendre, c'est la non-spontanéité. C'est vrai que cette génération va nous dire non, il faut être spontané. Attends, si je suis pas spontanée, naturelle, plus rien ne va. Je peux pas être moi-même. Moi, je sais pas, je dois être honnête. Sinon, ça veut dire qu'il me comprend pas, c'est pas la bonne personne. Non, 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 que nenni. Pas du tout. Là, tu es en train de te fourvoyer. Justement, si tu veux construire, et comme n'importe quel autre domaine de ta vie, quand tu crées une entreprise, tu réfléchis. On fait des réunions, on se réunit entre collègues, on revoit, on fait des bilans. Combien de personnes, il y a l'expert comptable, le comptable, la secrétaire, tout le monde est là pour dire attends, là c'est peut-être pas bien, ou là il y a même maintenant des consultants, des coachs, combien pour voir est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. Et dans mon couple, que si on demande à la plupart d'entre vous, la chaussure, on vous demande c'est quoi votre priorité, vous allez me dire le couple et les enfants, et bien on va pas les réfléchir. On va pas aller s'arrêter 2 minutes et dire attends, viens, on revoit un peu comment on se parle, viens, on réfléchit avant de parler, viens, je revois un petit peu les outils que je dois utiliser pour parler, pour exprimer mes ressentis. Pourquoi je crois tellement que tout doit être naturel? Et bien là, ça touche justement à un autre domaine encore, les croyances erronées que j'ai sur l'amour. Ça veut dire, voilà, les croyances, attention, c'est pas les croyances genre religieuses, les croyances en psychologie, ça signifie en fait les convictions internes que je vais avoir, moi, qui vont faire force de loi pour mon inconscient et qui va m'aider à faire des raccourcis au lieu de réfléchir de trop. C'est-à-dire, ça veut dire, comment on va dire ça? Je vais vous prendre un exemple là encore. Au lieu de, dans les croyances, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est comme des pensées inconscientes par rapport à mon expérience, à mon vécu, à mon éducation, qui vont s'imprimer en moi et qui vont faire force de loi. Par exemple, la voiture, c'est dangereux. Un exemple bête. Pour moi, c'est dangereux parce que dans mon vécu, j'ai vu que malheureusement, plusieurs personnes de ma famille ont eu un accident. Donc, je ne veux plus monter dans une voiture. C'est ma vérité. En fait, c'est ma vérité à moi. C'est ma vérité qui s'est créée au fur et à mesure de mon vécu, mon expérience, mon éducation. Et on a tous des croyances. Donc, il y a les croyances individuelles qui sont propres à mon histoire, à moi. Et puis, il y a les croyances collectives.
Et les croyances collectives, elles sont quelque part plus dures à casser. Pourquoi? Parce que c'est collectif, donc c'est beaucoup plus fort. Et les croyances sur l'amour, elles sont collectives pour la plupart, beaucoup sont collectives. Je vais vous en citer quelques-unes, vous allez tout de suite comprendre. Et en plus qu'elles sont collectives, elles sont fortes en nous, et on a l'impression qu'elles sont intouchables. C'est comme ça, et c'est pas autrement. Du genre, s'il m'aime, ou si elle m'aime, bon, il n'y a pas d'homme, s'il m'aime, il doit me comprendre. S'il ne me comprend pas, c'est qu'il m'aime pas. Alors, il n'y a pas plus faux que ça, vous l'avez compris. Non. Ça, on croit la première année, voire la deuxième, puis après, on comprend que non, c'est pas vrai. Si je veux qu'il m'aime, eh bien, je dois l'aider à me connaître. Encore une fois, on en revient là. Je dois absolument me connaître pour le déverrouement. Or, maintenant, le s'il m'aime, eh ben, il doit me deviner, il doit me comprendre, il doit savoir ce que j'aime. Je lui ai répété depuis 3 mois que je n'avais pas mes boucles d'oreilles. Bon, on a compris les allusions, ça ne marche pas, il faut parler clairement. Mais, en réalité, cette croyance-là, bah oui, moi, s'il m'aime, bah, il doit tout deviner en moi. Qu'est-ce que ça génère en moi, finalement? Ça va générer que s'il ne me devine pas, eh ben, je vais braquer. Et donc, je vais m'éloigner. Et donc, on ne va pas réussir à construire, mais au contraire, on va détruire. D'accord? Donc, en fait, on ne se rend même pas compte à quel point les croyances, elles sont en nous. En fait, elles nous gèrent sans même qu'on s'en rende compte. Et comment, en fait, ça va à l'encontre de la construction. Donc, il nous appartient de les identifier pour pouvoir les mettre en doute, en fait. Alors, quelles sont les croyances? Je vais vous en citer quelques-unes. Donc, là, je n'ai pas besoin. Ah, il y a aussi cette croyance de les conflits, c'est mauvais pour le couple, c'est que je suis dans une relation toxique si j'ai des conflits avec mon conjoint. Beaucoup m'ont dit ça. Alors qu'en réalité, les conflits, c'est nécessaire, puisqu'il vient d'une autre famille, c'est pas mon frère, c'est pas mon père, il me connaît pas, on a des croyances différentes, on a des valeurs différentes, on a une éducation différente, on a un vécu différent. Donc forcément, qu'il y a un moment, on va s'affronter. Mais tout l'art réside dans comment on va se parler ensuite et comment on va gérer le conflit. Mais le conflit est nécessaire pour la construction. Il n'est pas obligé de penser comme moi. C'est pas un deuxième moi et je suis pas une deuxième lui. On est tous les deux des êtres différents. Donc, il y a un moment donné, on est obligé de s'affronter. On ne va pas être d'accord. Et c'est normal. Et c'est ça. Et c'est ça la construction. Et une fois, j'étais invitée Shabbat, là, il n'y a pas longtemps, à un couple qui apprend que je suis conseillère conjugale. Et puis, ils me disent alors, est-ce que ça existe des couples qui disputent jamais, qui s'adorent du début à la fin, ils sont fous amoureux? Vous avez vu trop de films. Maintenant, des gens religieux. Hein. Vous pouvez me raconter combien de films vous avez vu dans votre vie pour... Non, mais ça doit exister quand même. Je sais que nous, on dispute et tout ça, mais nous, bon, on sort un peu de la norme. Alors que, bon, d'apparence, évidemment, les apparences ne veulent rien dire, mais d'apparence, ça avait l'air le couple le plus sympathique, quoi. Vraiment agréable, parle gentiment. Apparence. Parce qu'ils n'avaient pas l'air d'accord avec ça. Mais tout de suite, c'était, ils m'ont sauté dessus, genre, oh, ça existe, ça existe. Genre, cette soif de savoir, est-ce que, en fait, nous, on sort du lot, mais les autres, ils sont plus normaux que nous. Et puis, en plus, il faut savoir que l'image du couple, l'image qu'elle va donner, vous savez, on a tous ce besoin inconscient, enfin, c'est pas inconscient, même, on a le sentiment, en chaque être humain, il y a ce sentiment d'appartenance très fort. On est tous dans une famille, et on est dans une famille, et on doit, en fait, à nous construire. C'est-à-dire, j'ai besoin de m'identifier à un certain groupe pour savoir qui je suis, pour me reconnaître, pour me connaître, pour grandir, pour évoluer, pour avoir envie, c'est-à-dire avoir des modèles, ainsi de suite. Et quand je me marie avec quelqu'un, quand je suis en couple avec quelqu'un, eh bien, si cette personne me représente, si je me sens en phase, c'est-à-dire que j'aime son image, j'aime l'image qu'elle renvoie, eh bien, et moi-même, je tiens à mon image, j'aime en fait montrer une image extérieure positive. Donc, je le beaucoup inconsciemment, très souvent. Bon, après, il y a d'autres schémas de couple qui, évidemment, vont se discuter en public pour un petit peu attirer l'attention parce qu'il y a un manque, il y a un besoin aussi de se faire remarquer. Bon, mais ça, c'est un autre schéma. Mais pour ceux qui ont besoin... non, donc le couple en fait va avoir un rôle au niveau de l'image. En fait, on va souvent travailler notre image en couple, on va se parler très sympathiquement, ça va, on va réussir à pondérer nos paroles, on va faire très attention. Puis à la maison, ça peut être la guerre. Pourquoi? Parce que justement, je veux montrer à mon groupe auquel j'appartiens que moi aussi je suis dans la norme. D'accord? C'est pour ça que parfois en apparence le couple a l'air parfait et malheureusement à l'intérieur c'est pas si parfait. D'accord? Parce que je fais très attention à l'image que je vais donner puisque ça me représente, ça me touche directement. Et je ne veux surtout pas casser cette image-là. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a encore des gens qui pensent qu'un couple ne peut jamais se disputer, quoi. Que ça existe, mais que moi, je ne fais pas partie de cette normalité-là. Non, non, pas du tout. Tout le monde se dispute, même ceux qui ont l'air les plus adorables, les plus doux. À l'extérieur, ils peuvent être adorables, à l'intérieur, ils peuvent se déchirer. Mais c'est normal, c'est ça. C'est parce qu'on vit ensemble, donc il y a des moments où on ne va pas être d'accord. Des moments, on va avoir d'autres visions. Il y en a une aussi qui m'avait dit « Ah non, mais moi, quand j'ai fait mon chidour, bah, j'étais sûre qu'après, ça roulait.
Ça y est, on s'est mis d'accord, on a les mêmes visions de vie, on sait combien on veut d'enfants, on sait dans quelle école il veut étudier, on sait, bah, le reste ça roule quoi. En fait, je m'aperçois pas du tout. Ok. Bienvenue dans la vie. On est tous là pour ça. Mais c'est ça la vie. Je dois affronter ma réalité. Alors parfois elle me plaît pas. Et comme elle me plaît pas, bah, je me dis non, bah c'est pas ça. Et je me braque. Et intérieurement, j'accepte pas. Et du coup, je refuse. Et du coup, je rentre pas dans ma vraie relation de couple. Mais en fait, non. Il faut se lever. Et il faut parler. Et il faut affronter. Alors, pas affronter avec les nerfs. Mais ça veut dire qu'il faut être préparé à ça en fait. Il faut être préparé à ça. On n'est pas suffisamment préparé. Parce que, ok, en fait, c'est quoi nos modèles pour avancer dans la vie? C'est en général nos parents. Alors, soit on se dit, je fais comme eux, j'ai adoré leur modèle, soit on se dit, ah non, 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 pas du tout, donc je vais faire le contraire d'eux. Et puis en faisant le contraire, on se dit, mais en fait finalement, c'est vraiment ma référence, donc je fais tout par rapport à eux. Et moi, dans tout ça, je suis qui? Et c'est ça là, ça devient intéressant, parce que là, je vais commencer à faire le tri et à devenir. Mais à ce moment-là, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que à ce moment-là, il faut savoir se dire, oui, un couple c'est une construction, même si j'ai pas vu mon père et ma mère se construire et qu'eux ils ont l'air de s'adorer, bah, tant mieux, mais ils sont pas arrivés comme ça en 2 minutes. Donc un schéma trop facile, c'est-à-dire que nous, on se dit toutes, je pense, enfin souvent aussi, on se dit, ah non mais il faut donner aux enfants une image de, on s'adore, tout va bien. Mais en fait, pour les enfants, s'ils voient une image d'un couple trop parfait, ils vont avoir eux-mêmes du mal à se construire parce qu'ils vont se dire, mais moi j'ai des difficultés donc je suis pas normale. D'accord? Et s'ils voient une image d'un couple qui dispute trop, évidemment, bah, ça va les perturber. Donc en fait, il faut encore une fois, on en revient toujours à ce juste équilibre à atteindre. Leur montrer que oui, il peut y avoir des désaccords, mais qu'on arrive à gérer, qu'on arrive à parler, qu'on arrive à communiquer. Si on leur donne ça, on leur a tout donné. Vraiment, on leur a bien donné, quoi. Justement, pour parler du don et de comment donner. Là, on leur a vraiment bien donné. Alors, l'autre croyance aussi qu'on peut avoir, c'est l'amour doit suffire pour durer, il faut vraiment s'aimer, et c'est ça qui donnera le moteur en fait, c'est ça l'essence du couple, et c'est ça qui avancera. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pas forcément. En fait, l'amour se construit au fur et à mesure. L'amour, c'est quelque chose qu'on va faire grandir et qu'on va entretenir. Et c'est pas seulement l'amour qui va faire durer mon couple, pas du tout. L'amour, c'est un premier élément, et puis qu'est-ce que c'est l'amour finalement? C'est peut-être au bout du compte, justement, apprendre à se donner, et comme je vous ai dit tout à l'heure, à se connaître. Donc se connaître, est-ce qu'on se connaît en 2 minutes? On ne se connaît pas en 2 minutes, ça met du temps de se connaître. Et puis on évolue. Ce qu'il y a, c'est que chacun, normalement, si tout va bien, il évolue. Donc je dois apprendre aussi l'évolution et je dois comprendre son évolution. Et en faisant tout ce cheminement, eh bien, on va apprendre à s'aimer. On est d'accord? Donc forcément que l'amour ne suffit pas pour durer. Il me faut beaucoup comme on a dit, de non-spontanéité, de réflexion, d'outils, de communication. Et même si au départ, on a mal commencé, on n'a pas appris, on a mal communiqué, on s'est mis à crier, on s'est mis à... Peu importe, on a débordé, on a dérapé, sachez que c'est toujours rattrapable si on le veut. Si on le veut. Et même si c'est un des deux qui veut et l'autre qui ne veut pas, avec justement la communication, on peut arriver à débloquer les choses. Il y a plusieurs méthodes. Il y en a, ils vont avoir besoin de plus de fermeté, l'autre il va avoir plus besoin d'amour. Tout. Mais ça, c'est encore une fois, on en revient à la communication qui peut nous aider justement à nous rencontrer pour de vrai. Tout le but en fait d'un couple, d'un vrai couple, c'est de se rencontrer. Parce qu'un couple qui dure, c'est pas un couple qui reste ensemble jusqu'à de 20 ans à 120 ans. C'est pas seulement ça. C'est pas la quantité. Bah, le but c'est de vivre ensemble évidemment, mais je veux dire c'est de la qualité. Ça veut dire que même si on vit jusqu'à 120 ans ensemble, qu'il y ait de la qualité, qu'on sente que vraiment on a construit ensemble. On a été ensemble sur le terrain main dans la main. Et même si parfois il y a eu des hauts, il y a eu des bas, j'ai douté, j'ai pas cru, c'est pas grave. On a su aplanir, on a su parler, on s'en est sorti, on a surmonté. C'est ça qui va faire que je vais me sentir dans une relation construite. Je sens qu'il y a cette confiance-là, que même s'il y a eu des hauts et des bas, on était capable ensuite d'en parler et d'en sortir. Vous voyez, ça me donne une énergie pour les futures crises. Parce qu'en fait, on ne s'arrête jamais. On se dit, 60 ans, 70 ans, 80 ans, ça y est, non. Non, non. Tant qu'on est vivant, il y a toujours du travail à donner. Il y a toujours, à un moment, tout va bien, puis on ne sait pas pourquoi, là, on a touché à un point, on fallait être sensible, et on a mal parlé à ce moment-là, et on se reprend. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut toujours arriver à réparer. Alors, non, bien sûr que, je dis ça, mais il y a des divorces, il y a des histoires où... Alors, je ne parle pas évidemment des cas extrêmes, comme évidemment le pervers narcissique, ou des gens qui vont manipuler, des manipulateurs, ou ce genre de choses. Évidemment, là, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Je parle dans le cadre d'un couple où on est quand même dans un esprit sain.
bien sûr. Je préfère le repréciser parce que parfois, malheureusement, quand on écoute le cours, il y a des femmes qui pourraient se dire « Ah oui, alors ça veut dire que moi, j'ai pas fait assez ou que j'ai pas donné… » Non, pas du tout. Ne culpabilisez pas. Et là, je m'adresse aux femmes qui sont peut-être après un divorce ou quoi. Parfois, c'était nécessaire. S'il y a écrit une divorce dans la Torah, c'est que ça existe, c'est qu'aussi parfois, il n'y a pas le choix. Mais dans beaucoup de cas, en réalité, il y a des outils. Et à partir du moment où j'ai de la volonté et je sais que j'ai un objectif commun de construire, ça veut dire que lui, il a cet objectif, moi j'ai mon objectif, eh bien, si moi-même, je résous en général, quand je résous mes propres problèmes personnels, lui, moi, lui, on résout nos problèmes personnels, en réalité, on est capable ensuite de se rencontrer. Très souvent, les problèmes de couple viennent d'un problème personnel que je n'ai pas réussi à résoudre. Donc, forcément, ça crée des dysfonctionnements au niveau du couple. D'accord ? Ensuite, donc, alors, là aussi, cette croyance très répandue, si c'est la bonne personne, je n'ai pas besoin de faire autant d'efforts, ça devrait couler. Ah, il n'y a rien de plus faux que ça. Je pense que vous le savez. Évidemment que non. Évidemment que la bonne personne, en réalité, on se la crée. On ne naît pas femme, on le devient. Et on ne naît pas couple, on le devient. On apprend à devenir ensemble un couple. Au départ, quand on se marie, alors c'est drôle, on fait la grande fête, quand il y a la roupa, c'est le grand événement. Et moi, je me disais l'autre fois, en fait, ce serait bien de faire la fête du mariage. Une fois qu'on est après 20 ans de mariage, il y a les enfants qui sont nés du fruit de ce mariage. On s'est connus, on a appris à se connaître. Maintenant, on sait ce qu'il aime, on sait ce qu'il n'aime pas. Il sait ce que j'aime, ce que j'aime pas. Quand on est dans le schéma d'un couple qui s'est construit, d'accord ? Et là, le mariage, il a une toute autre saveur. Là, à la soirée du mariage, on en profite, on voit le fruit de nos efforts, quoi. C'est autre chose. Vraiment, c'est autre chose. Et nous, on se marie tout au début quand on ne se connaît pas. Ah, il est trop mignon, je l'adore et tout. Vous savez, souvent, on me dit, non, mais il faudrait faire, c'est vrai, je pense, des fois, il faudrait faire une école avant de se marier. Puis les jeunes filles, les préparer un peu plus, comment faire, comment se connaître elle-même, et puis expliquer qui elle est, puis apprendre à s'affirmer, puis en même temps, pas agresser, puis en même temps ci, puis en même temps ça. Mais quand vous parlez à une jeune fille avant de se marier, vous avez remarqué comment elle vous fait, avec les papillons dans les yeux ? Non, mais avec lui, ça n'arrivera pas. Mais non, il est trop mignon, il est trop gentil, non. Puis je suis sûre que si vous lui parlez à Alice, c'est pareil. Ah non, elle est parfaite, elle est pas comme ça. Non, j'en ai vu des femmes entendues. Non, mais elle, pas du tout. Et donc, on ne peut pas leur parler. Donc, il faut attendre qu'ils galèrent un peu pour arriver à leur donner des cours. Donc, c'est intéressant en fait, parce qu'en réalité, avant de se marier, qu'est-ce qu'on a ? On a les papillons dans les yeux. En général, je ne dis pas que tout le monde, mais on a beaucoup les papillons dans le ventre. D'ailleurs, ça aussi, c'est une croyance erronée. Ah non, mais l'amour, c'est les papillons dans le ventre. Ça, c'est très drôle. Parce que l'amour, c'est pas ça du tout, ça c'est l'amour à Hollywood. Et ça peut être aussi dans la dépendance affective. Justement, j'ai une patiente là, juste avant de partir, c'était très drôle. Donc je lui ai dit les cours que j'allais faire quand j'allais venir en France. Et puis elle me dit, écoutez Myriam, alors c'était un cas de dépendance affective. Et alors elle me dit, non mais écoutez Myriam, moi je suis plus sûre d'aimer mon mari. C'est vrai, là on est sorti de la dépendance affective, j'ai plus mal au ventre, je me tords plus, je suis bien. Je dis, bah au Hachem, on a fait le bon travail, voilà. Elle me dit non mais je suis plus sûre d'aimer mon mari. Maintenant moi je connais sa relation de couple parce qu'on a continué des séances sur d'autres sujets donc je sais très bien. Je lui dis attends, là il est parti pour le voyage. Je dis parti, il vous manque là. Il me dit oui il me manque là. Ah. Et quand vous finissez quelque chose qui vous fait plaisir ou quoi, vous avez envie de partager avec lui, vous avez envie d'échanger, c'est avec qui vous avez envie de parler en premier? Ah bah mon mari. Ah d'accord. Et quand vous avez envie de faire quelque chose qui vous fait plaisir, ça vous fait plaisir qu'il est avec vous? Ah bah bien sûr, j'attends qu'il revienne comme ça on fait des choses ensemble. Ah d'accord. Et vous pensez que vous l'aimez pas? Bah, je sais pas, je vibre pas avant, quand il rentrait à la maison, presque je n'osais même pas dormir avec lui tellement je l'admirais. Je dis mais ça s'appelle de la dépendance affective. Après pas mal de séances en plus, je lui dis mais alors, il faut qu'on recommence tout quoi. Je lui dis ça c'est un schéma de dépendance affective, c'était pas ça. Vous souffriez, elle me dit ah oui j'ai souffert. Je dis bah maintenant vous souffrez plus. Je dis maintenant c'est plus de la souffrance, c'est ça l'amour. Maintenant c'est équilibré. Mais quand on n'est pas habitué à l'équilibre, mais c'est compliqué. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais oui, on se dit, mais attends, qu'est-ce que je fais là? Il n'y a pas d'adrénaline, je ne suis pas en vibration dès qu'il rentre. Est-ce que c'est vraiment ça l'amour? Mais ça, c'est qui nous a fait croire ça? Ça, c'est Walt Disney avec ses princes charmants là, qui arrivent sur le cheval blanc. Je lui ai dit, il n'y a ni prince charmant ni cheval blanc, remettez-vous. Il faut que je m'essaye, asseyez-vous. Mais vraiment, c'est-à-dire, j'étais épatée. Je lui ai dit, vous croyez encore au prince charmant vraiment? Elle me dit, bah oui, mais quoi, vous y croyez pas vous? Je dis, bah non. Alors j'ai raconté ça à mon mari, il a rigolé jaune, mais c'est vrai, le prince charmant, si on croit qu'il arrive sur son cheval blanc, on peut rêver, et on peut toujours croire au cheval blanc, mais pas au prince charmant, si ça nous fait plaisir, mais il n'y a pas de prince charmant, et c'est ça qui est beau en réalité, parce que ça s'appelle affronter la réalité. Et toute la Torah, je vais vous dire une chose très claire, toute la Torah c'est ça, c'est des outils pour nous apprendre à affronter la réalité. Et celui qui prend... Parfois on peut genre appliquer les lois de la Torah, mais en fait on n'affronte pas sa réalité. On s'en sert comme
je sais pas, comme d'une parade là, comme d'une façade. C'est pas ça qu'Eugène veut. Ce qu'il veut, il nous a fait venir sur Terre, il a dit, toi, tu dois grandir. Tu as une certaine mission pour... Toutes les expériences que je vais donner, c'est comme si c'était une grande école, la vie, d'accord? Je vais te donner plein d'expériences pour que tu en tires des leçons et que tu surmontes et que tu avances. Et tu surmontes, puis après, ne crois pas que tu vas être tranquille parce qu'à chaque fois que tu passes de classe, évidemment, qu'est-ce que tu as? Eh bien, encore, tu augmentes de niveau, donc tu as encore plus de problèmes. Mais c'est pour te faire grandir, c'est un cadeau. Et si tu arrives à le prendre comme ça, eh bien, là, tu deviendras. Et là, tu pourras dire, je suis un homme de Dieu, c'est-à-dire je suis le fils d'Hachem, je suis quelqu'un qui s'est construit. Et tu pourras mourir à 120 ans, tu auras eu l'impression d'avoir avancé, tu auras eu l'impression d'être passé sur Terre pour quelque chose. Mais si tu as passé ton temps à fuir, à être dans le déni, à éviter, exactement comme ce qu'on dit quand on parle de l'inverse du comportement affirmé. C'est-à-dire que je suis dans le déni, je suis dans la culpabilisation de l'autre. Parce que pourquoi il nous a donné le couple à chaîne? Pourquoi je me demande? Je me dis, mais en fait, c'est très sympa le couple. Parce qu'en fait, si c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Donc j'accuse, c'est sa faute ci, c'est sa faute ça. Mais non, tout le but, c'est d'assumer nos responsabilités et d'assumer le jeu. D'accord? Donc c'est vrai qu'on a l'occasion, quand il y a quelqu'un à côté, de dire, ah non, mais c'est pas moi, c'est lui. C'est pratique. Mais en fait, toute la difficulté et en même temps la chance, bon ça, toute la chance qu'on a, c'est justement de ne pas rester dans l'accusation de l'autre et de recadrer les choses et de dire, c'est moi, j'assume, j'affronte et je suis. Et là, ça devient passionnant. Et là, la vie, elle devient passionnante. Parce que la réalité que je vais avoir à vivre avec mon mari, ça ne va plus devenir une corvée ou quelque chose de dur ou quelque chose de douloureux. Ça va devenir une expérience pour m'aider à me connaître, pour m'aider à devenir, pour m'aider à être. Et c'est ça qui nous est demandé en réalité. Et si tous les deux, on fait ce travail, et bien là, on peut être sûr qu'on va se retrouver et qu'on va être sûr qu'on va être un couple qui dure. À partir du moment où chacun se recadre et chacun apprend à assumer sa personne, à assumer ses responsabilités, à assumer qui il est. C'est ce qui va aider à la bonne construction du couple. Donc, même si la bonne personne, oui, je vais avoir besoin de faire des efforts, il n'y a pas de personne idéale, il n'y a qu'une personne avec des défauts et des qualités, je vous accorde, mais ces défauts-là, je vais apprendre à les aimer et je vais peut-être même l'aider à le corriger. Vous voyez? Et c'est ça qui va faire, c'est-à-dire que je ne dois pas voir l'autre comme un ennemi. Je dois voir l'autre au contraire comme un ami pour m'aider à devenir. Et souvent, c'est ce qu'on fait dans le couple. On veut tellement être unique aux yeux de l'autre. On veut tellement se voir parfait. On veut tellement se voir exceptionnel, parce qu'en fait, on manque d'estime de nous-mêmes quand on voit les choses comme ça, que du coup, on va attendre de l'autre qui nous donne tout ça. Que du coup, on va être dans la démesure quelque part, et que dès qu'il va nous dire, écoute là, chérie, c'est un peu trop dur, ou là j'ai pas trop apprécié, on se sent attaqué. Et nous, les femmes, c'est très propre à nous. On se sent attaqué très vite. C'est-à-dire que dès qu'on va sentir une critique, tout de suite, on va dire, il m'aime pas. C'est automatique. Il m'a critiqué, c'est qu'il m'aime pas. Alors que l'homme, il dit, mais non, si je critique, c'est que j'en ai quelque chose à faire de toi, parce que sinon, j'en aurais rien à faire, je passerai ma route. Je te laisserai faire ce que tu as envie, je m'en occuperai pas. Lui, vous observerez dans les sociétés, les hommes sont très critiques les uns envers les autres. Ça, il faut faire comme ci, ça faut faire comme ça, c'est pragmatique. Une femme, elle va enrober, elle va dire tout doucement, elle va pas vouloir vexer, ainsi de suite. Donc il faut aussi savoir apprendre, comprendre le langage de l'autre. Il n'est pas là pour m'attaquer en réalité, il ne cherche pas à m'attaquer, mais lui, quand il voit quelque chose qui ne va pas comme il faut, et ferait un petit peu peut-être dans son sens aussi, il y va franchement. Mais il faut essayer d'écouter les messages sans le manque d'enrobage. C'est-à-dire sans voir qu'il ne m'a pas écouté ou que, il ne m'a pas... comment on va dire ça? Il ne m'a pas valorisé. On cherche trop parfois la valorisation. Et en réalité, si je veux que mon mari me valorise, eh bien je dois moi apprendre à me valoriser. Je ne dois pas attendre de lui qu'il me valorise. À partir du moment où moi je me sens être une personne de valeur, où moi j'ai de l'estime de moi, où moi je me respecte, où moi j'ai conscience de ma valeur, eh bien je vais être beaucoup moins en attente de lui. C'est-à-dire que quand il va me faire ses compliments, ça va être un bonus, ça va être sympa, mais ce n'est pas ça qui va me faire vibrer, c'est-à-dire... il m'a fait un compliment. Non, pas du tout. Tu m'as fait un compliment, merci chérie. Et d'ailleurs, je vais accepter, c'est-à-dire je vais être capable de dire merci. Alors que, je sais pas si, ça arrive très souvent que quand il dit, ah là, t'es jolie comme ça te va bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis sûre que tu dis ça pour me faire plaisir. Là, il est découragé, là. Il a plus envie d'en faire. Combien j'en ai eu en conversation, il me dit, alors elle dit, ouais, il me fait jamais compliment, j'ai pas d'attention, j'en ai marre, j'en peux plus et tout. Et puis, il y a le mari à côté, il dit, mais je comprends pas, à chaque fois que je te fais un compliment, tu m'envoies pas, pourquoi tu veux que je continue? Ça y est, moi j'arrête.
j'en ai marre, je tourne vers moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse, genre impuissant, déprimée, genre tu comprends pas ce qu'elle me veut, je lui en fais, elle dit que c'est pas bien, je lui en fais pas, elle dit que c'est pas bien, alors je fais quoi moi dans tout ça? Il va pas d'y réfléchir sans 7 ans, oui elle a un problème d'estime d'elle-même, il faut que je la rassure, non, il va pas aller si loin. Donc à nous encore une fois de savoir où je me place et qui je suis et que j'apprenne en premier lieu à m'aimer. Il n'y a pas, je dois m'aimer. Et encore une fois, ne pas vous dire, parce qu'à chaque fois que je dis ça, on me dit ouais, mais c'est un peu orgueilleux, franchement, non, et c'est pas orgueilleux du tout. Si Hachem nous a mis sur terre, on le sait, on le dit tous les matins, si Hachem m'a mis sur terre, c'est que tu m'as donné quelque chose à faire. Donc c'est j'ai une valeur, c'est que toi tu crois en moi. Alors si toi tu crois en moi, moi je vais pas croire en moi. Mais je suis beaucoup moins que toi pour savoir que, c'est-à-dire ça me doit me rassurer de savoir que toi tu crois en moi et ça doit me donner des forces. Donc, savoir que si moi j'ai une valeur et comment moi je vais me regarder, mon mari me regardera. Si vous trouvez que votre mari ne vous regarde pas assez bien, ou votre femme, si l'un des deux conjoints ne se sent pas assez regardé, bah dites-vous, est-ce que moi je me regarde bien? Est-ce que moi j'ai un regard positif sur moi-même? Et pour avoir ce regard positif sur l'autre, il faut avoir soi-même un regard positif sur soi. C'est-à-dire que c'est-à-dire, si moi j'ai un regard positif sur moi, eh bien je verrai chez les autres beaucoup de qualités. Comme je me vois, je verrai les autres. Quand moi je me déteste, très souvent j'ai du mal avec les autres, je repère leurs défauts, je les critique, d'accord? Donc tout revient à ça, se recadrer vers soi-même, d'accord? On dit aimer l'autre. Voilà, merci. Aime ton prochain comme toi-même. C'est le but de la Torah. On dit, c'est quoi la Torah? C'est aimer l'autre, aimer ton prochain comme toi-même. Mais en réalité, pour aimer, pourquoi comme toi-même? Qu'est-ce qu'il y a à faire là, ce comme toi-même? On n'a même pas l'impression de s'aimer parfois. On dit, on fait, on nous a dit de faire, on fait. Voilà, je fais pour l'autre et puis c'est tout. Le problème, c'est que si moi je ne sais pas me respecter, en réalité, je ne saurais même pas respecter l'autre, je vais trop lui donner, je vais l'envahir, je vais en attendre trop, je vais trop. Vous voyez? Donc c'est important que je sache moi qui je suis, où je suis. Ce que j'aime pas, mes plaisirs, mes non-plaisirs, mes douleurs, ce qui me fait mal, ce qui me fait du bien. Et comme ça, je sais lui dire. Donc pour en revenir à l'exemple de tout à l'heure, quand il m'offre le bijou que je n'aime pas du tout et qui n'est pas du tout ciblé, c'est-à-dire que moi j'attendais mes petites boucles d'oreilles parce que j'attendais d'être entendue, et que lui m'a offert ce bracelet, eh bien si, en principe, si moi je me connais bien, eh bien je sais aussi le connaître, je sais qu'il va se tromper en général. De moi-même, je viens et je lui dis, écoute chérie, là c'est mon anniversaire, je veux un cadeau, oui, mais voilà, j'ai besoin de boucles d'oreilles, viens, on y va ensemble. Et là, alors on va me dire, ouais, mais ça manque du cachet, moi j'attends la surprise, ça lui met pâté, ça lui ci, ça lui ça, mais pourquoi tu lui donnes tous les rôles là? Pourquoi tu, encore une fois, t'attends, non, sois. Avant de lui demander à lui d'être, sois toi-même. À partir du moment où toi tu seras toi, tu vas devenir une personne admirable, tu vas devenir une personne respectable. Et il aura envie que d'une chose, te faire plaisir et se coller à toi. Donc, apprends toi-même à être, à t'aimer, à te donner. N'attends pas après lui. Et en plus, quand lui va te donner après, ça te fera tellement du... C'est-à-dire que ce sera un bonus. C'est-à-dire tout ce qu'il va te donner, tu vas apprécier, tu vas dire, ah, c'est sympa, merci, ah. Avec plaisir. Donc, lui, il va se sentir encouragé par ça. Parce que ça sera positif. Ce sera agréable comme réaction. Donc, il aura encore envie de donner. Parce que vous savez qu'on a souvent cet esprit critique, alors qu'en réalité, ce qui va nous pousser à donner, c'est d'encourager. C'est pas de critiquer, on est d'accord. Donc, continuer à encourager. Être moi-même dans le positif, ça va que l'encourager. Le positif amène le positif, quoi. Vous avez compris. Donc, pour résumer, ce qui va nous aider à construire notre couple, c'est d'être tous les deux dans le mode adulte. Donc là, on fait référence au premier cours, le couple uni pour la vie. De savoir apprendre à donner à l'autre de la bonne façon. Donc, de savoir le comment et le combien. De ne pas donner trop. Parce que parfois, je peux donner des quantités, comme l'histoire de la maman qui a fait un anniversaire à sa fille énorme. Elle s'est épuisée. Elle aurait juste pris une journée au travail. Le mari, pareil. Ils auraient fait une journée. En plus, ils auraient kiffé. Elle se serait aussi fait servir, la maman. Elle aurait dormi toutes les nuits. Et elle aurait vraiment donné une marque d'amour à son enfant. Donc, comment on donne les marques d'amour? En réalité, juste en étant à l'écoute de l'autre. Et vous verrez que finalement, c'est beaucoup moins fatigant d'être à l'écoute. Et ça donne des forces parce qu'on apprend à connaître. Donc, c'est quoi le véritable amour? C'est connaître l'autre véritablement, chercher à savoir qui il est. Et dans cette recherche de qui il est, je vais moi aussi l'aimer. Et c'est une dynamique productive, ouais, comment on dirait? Réciproque, ouais, voilà. Puisque quand je vais lui donner, c'était pour voir si vous suiviez, hein, c'est parce que vous n'avez pas trouvé, ne croyez pas. Si moi je vais lui donner
je vais être dans la recherche de l'autre, lui il va apprécier, il va se sentir aimé. Or, c'est quoi le propre de l'amour? C'est d'aimer et d'être aimé. Donc là, on est en plein dedans. Tout en gardant la connaissance de soi, l'estime de moi, savoir qui je suis, savoir mes forces, savoir mes faiblesses, me recadrer, tout en toute humilité. Évidemment, savoir que tout vient d'en haut. Et donc, là, je saurai lui donner ce qu'il attend et il saura me donner ce qu'il attend. Pour cela, je dois utiliser la clé de la communication bienveillante et en effaçant, évidemment, en sortant de toutes les croyances erronées que je peux avoir sur l'amour. Et si je pouvais vous donner une astuce pour ce soir, pour que vous repartiez avec quelque chose, ce serait de noter. Vous, là, je vous en ai cité quelques-unes de croyances. L'amour ne suffit pas. Non, il ne suffit pas. Non, l'amour doit suffire à nous construire. Ou c'est la personne idéale. Avec la personne idéale, je n'aurais pas eu besoin de faire d'efforts. Donc là, j'ai dû me tromper de personne. S'il m'aimait vraiment, j'aurais pas eu besoin de parler. Voilà, toutes ces sortes de croyances-là, notez-les. Même si ce sont celles que vous avez entendues ce soir, c'est pas grave. Notez-les et revoyez-les. Et dites-vous, ok, ça, c'est faux. Alors, c'est quoi la croyance constructive pour mon couple? Et là, vous en notez d'autres. C'est-à-dire, vous écrivez, par exemple, il n'y a pas de conjoint idéal, il y a mon conjoint idéal. Il n'y a pas de personne idéale, d'accord? Il n'y a pas de personne parfaite, il n'y a que celle parfaite pour moi. Je ne suis pas moi-même une personne parfaite, il n'est pas une personne parfaite, on va se construire ensemble et on va apprendre à même s'aimer et à aimer nos défauts l'un de l'autre. On va apprendre à s'accepter, on va apprendre à s'aimer. Donc ça, c'est des croyances constructives pour mon couple. Si je l'aime, justement, je dois apprendre à lui parler et à m'ouvrir. Je vais arrêter de me braquer, je vais arrêter d'agresser, je vais prendre la décision ce soir de parler et de parler d'une façon qui n'agresse pas. Et là, ça c'est une astuce qui va vous aider justement à sortir d'un schéma destructeur. Parce que parfois on est dans des schémas destructeurs, on ne s'en rend pas compte. C'est ça le pire. Donc première chose, c'est prise de conscience. Et ensuite, vous écrivez toutes les croyances erronées qu'on vous a racontées sur l'amour ou que vous avez vues dans les films. Ou que, il y a des couples qui ne se disputent jamais, par exemple. Faux. Vous n'avez qu'à marquer vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, et vous gardez que les vrais. Et ça va vous aider justement à, quand il y a une crise, une situation de crise, et dire non, c'est normal, c'est que je suis dans un couple équilibré. Voilà.